L'écrivain Sylvain Prudhomme est né en 1979. Il est l'auteur d'une dizaine de livres, parmi lesquels Par les routes, prix Féminin en 2019, Les Grands, Les Orages, paru aux éditions de l'Arbalète, tous salués par la critique et traduits à l'étranger. Le 12 octobre 2023, Sylvain Prudhomme venait présenter à la librairie Ombre Blanche son dernier ouvrage, paru aux éditions de Minuit, L'enfant dans le taxi. Bonne écoute. Non, alors bon, sans blaguer, merci de vous être réunis pour accueillir Sylvain Prudhomme, qu'on reçoit pour la 3e fois, je crois, à la librairie, et que nous sommes particulièrement heureux et fiers de recevoir, parce que c'est des livres qui nous ont à chaque fois, les 3 livres pour lesquels vous êtes venus, nous ont chaque fois bouleversés. Celui-ci ne fait pas exception à la règle, ça s'appelle L'enfant dans le taxi, et on y reviendra peut-être un peu plus tard. C'est le premier livre que vous avez publié pour les éditions de Minuit, ce qui est aussi une nouvelle étape. J'ai pas demandé, mince, je voulais vous demander, je peux le faire. En fait, je proposais donc à Sylvain de savoir s'il voulait lire un extrait de son livre, ce qui est toujours une bonne introduction, il est d'accord. Donc pourquoi ne pas commencer par là, éventuellement par le commencement. Alors le prologue, le premier chapitre, je ne sais pas exactement, c'est un peu à vous de voir. Oui, je vais lire le début. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à toutes, à tous, et merci d'être là par une belle après-midi ensoleillée. Je vais lire un peu du début, mais pas tout le prologue, mais peut-être je vais lire le début du prologue et la fin du prologue, comme ça fait un peu ça pose la. Moi, ça me va, ouais. Surtout que la fin m'intéresse beaucoup, en fait, la fin du prologue. Alors, d'accord. La fin du livre aussi. Ce matin-là, elle aide son père à fendre le bois dans la cour. Il a neigé toute la nuit, le sol est blanc, maculé de boue aux endroits qu'il piétine. Depuis 1 heure, elle lui présente l'une après l'autre les bûches, ramasse chaque fois le coin dans la neige pour le replacer à l'aplomb d'un nouveau rondin, le buste penché en avant, le bras raidi dans l'attente du coup de masse. Enfin, la dernière bûche cède, le bois craque, les 2 moitiés se séparent, retombent déchirées dans la neige, la pulpe éclate à la lumière. Le père remise la masse contre le mur et s'éloigne, le vacher l'attend du côté de l'étable. Depuis 2 jours, il trouve du fourcher au talon des bêtes. Elle reste seule, finit d'empiler les bûches dans le silence seulement troublé par le bruit clair que fait le bois à chaque morceau qu'elle dépose au haut de la pile. Alentour, les murs se taisent, la cheminée fume, la ferme entière est couchée dans la neige comme une bête chaude. Elle se demande où est le Français que sa famille loge depuis 2 semaines. Elle se demande s'il a remarqué qu'elle est seule, s'il sait que la mère est partie depuis le matin à la ville, le père descendu à l'étable pour 2 bonnes heures au moins, que jusqu'au déjeuner au moins, nul ne viendra. Elle observe la maison, cherche à deviner où il est, guette aux fenêtres un signe, le mouvement d'un volet, d'un rideau, d'une silhouette. Elle se demande s'il a prévu ce matin-là de descendre à la garnison ou de rester jusqu'au soir à la ferme, comme il fait parfois, plongé dans ses livres, ne les délaissant que le temps d'une brève promenade, la même chaque fois. Toujours à la même heure du début d'après-midi, le long du même sentier qui descend au lac, et toujours alors elle le regarde à regret s'éloigner. Et le travail que font ses mains à cet instant lui semble vain, le linge qu'elle étend, les lapins qu'elle nourrit. Ce qu'elle voudrait, c'est marcher elle aussi vers le lac en contrebas, s'arrêter comme lui devant la vue, contempler avec lui ce lac qu'elle regarde depuis qu'elle est née, vaste comme une mer, fermé en face par les montagnes de la Suisse et de l'Autriche. Et puis d'un coup, elle le voit qui est là, qui la regarde tout proche, posté au carreau de la cuisine, depuis un moment peut-être. Elle sursaute, elle sourit. Elle lui fait ce geste, un signe de la main qui dit « Viens ». Un signe sans équivoque, avant même de l'avoir voulu, qui ne peut que vouloir dire ça. Et puis elle se retourne et marche vers la grange, à l'autre bout de la cour, atteint la lourde porte en bois, l'écarte juste ce qu'il faut, se coule dans l'obscurité, s'adosse à l'épais mur, attend dans l'odeur forte de paille remisée, de suin, d'engrais, d'outils, de machines roulées dans le purin, écoute son pouls battre, son sang rebondir dans ses tempes. Ça continue, ensuite on voit un peu ce qui va se passer, hein. On voit ce qui se trame, et je saute un peu, et juste après, ce prologue est comme cassé un peu, la description de la scène est comme cassée, et je lis juste un extrait là aussi de la fin du chapitre. Je ne sais pas si cette scène a eu lieu, c'est-à-dire je ne sais pas si elle a eu lieu comme ça, dans ces circonstances.
Je ne sais pas si la cour de cette ferme a jamais existé, si cela s'est passé dans une grange, dans une chambre d'hôtel, dans les vestiaires d'un mess d'officier. Je ne sais pas quel visage avait l'inconnue du lac de Constance. Je ne sais pas si elle était blonde ou brune, je ne sais rien. Je n'ai même pas cela, un indice de couleur de cheveux, un détail de silhouette, une façon de se tenir, un geste familier, un éclat de rire sonore ou léger. Je n'ai pas de photos, pas de récit de première ni de seconde main. Je ne sais pas pourquoi ces deux amants-là me bouleversent. Je sais seulement que cela fut, que ces deux bouches un jour de printemps s'embrassèrent, que ces deux corps se prirent. Je sais que Malouchi et cette femme s'aimèrent, mot dont je ne peux dire exactement quelle valeur il faut lui donner ici, mais qui dans tous les cas convient, puisque s'aimer cela peut être mille choses, même coucher simplement dans une grange, sans autre transport ni tendresse que la fulgurance d'un désir éphémère, l'éclair d'un plaisir suraigu, dont tout indique que Malouchi et cette femme gardèrent longtemps le souvenir. Je sais que de ce plaisir naquit un enfant qui vit toujours là-bas près du lac, et que ce livre est comme un livre vers lui. Merci. Non, c'est toujours un don hein, de donner sa voix, de faire entendre même les mots qu'on a écrits. C'est quelque chose de plus touchant. Quoi, Alors moi, comme je vous disais tout à l'heure là sur la terrasse, rapidement, j'ai eu 2 lectures du livre. Je fais partie des privilégiés qui ont eu le temps de le lire 2 fois déjà. Je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça, puisque on l'a eu relativement tôt, à la fin du printemps, au début de l'été, que je partais en vacances. J'ai été le premier à l'arracher à mes collègues parce qu'on était plusieurs à vouloir le lire. Et donc, j'ai eu une première lecture qui était très pressée, très excitée, puisque je suis j'ai déjà lu pas mal de vos livres et j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir. Et il y a beaucoup de surprises dans ce livre. Je n'allais pas les gâcher à mes collègues, mais j'ai essayé voilà. En tout cas, le premier résumé que je pouvais faire de ce livre, c'était de dire que donc Simon, qui est le personnage qui dit « je » là, dans le prologue que vous avez lu, à l'enterrement de son grand-père, le Malouchi que vous avez cité, apprend que ce grand-père a eu une liaison avec une femme allemande quand il était dans les forces d'occupation en Allemagne à la fin de la guerre, et que de cette liaison est né un enfant, que cet enfant n'a absolument... Alors il l'apprend, donc il ne le savait pas, puisqu'il l'apprend, j'insiste là-dessus, que cet enfant n'a absolument aucune trace, il n'y en a aucune trace dans l'histoire familiale qu'on lui a racontée. Et comme lui-même est à un moment délicat de sa vie, ça déclenche quelque chose de très profond, un remous, une perturbation très profonde en lui qui va tourner presque à l'obsession. Et que ce livre, quelque part, était un peu l'histoire de l'obsession de Simon pour cet enfant dont on ne connaîtra jamais que le nom, qu'on ne connaîtra jamais que l'initiale, qui s'appelle M, c'est tout ce qu'on sait de lui, on ne connaît pas son prénom. Et voilà, et que donc c'est l'histoire de l'enfant dans le taxi. On saura pourquoi il est dans un taxi. Ça, c'était ma première lecture. Bon, c'est pas complètement faux. C'est quand même vraiment ça le livre. mais oui. Et la deuxième. Mais il se trouve que j'ai une deuxième lecture pour préparer cette rencontre, là, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus attentive. J'étais moins pressé, toujours aussi excité, mais moins pressé. J'ai pu prendre le temps, je pouvais prendre des notes. Et si je devais faire encore le résumé aujourd'hui, je dirais que c'est pas exactement dans cet ordre-là que les choses se passent. C'est pas exactement ça que je lis la deuxième fois dans ce livre. Je lis l'histoire de Simon, qui est en pleine séparation avec la mère de ses enfants, et qui cherche dans le secret de famille qu'on a évoqué, non seulement qui est ce M, qu'est-ce que c'est ce M, quelle place il a dans la famille ou quelle place il a à force de ne pas en avoir, mais également il cherche, son obsession, c'est de trouver à travers lui une voie pour eux, entre guillemets, de se reconstruire. Donc finalement, c'est pas tant ce livre, l'histoire de l'enfant dans le taxi, c'est presque plus l'histoire de l'homme qui cherche l'enfant dans le taxi. Et ce second résumé est plus fidèle, il est plus... c'est plus le livre de Simon que de M, hein, au bout du compte, j'ai l'impression. En tout cas, oui, merci de poser effectivement ces deux plans, ces deux fils en fait qui s'entrelacent, en fait, l'histoire de l'enfant que petit à petit on découvre et l'histoire de Simon. Ça correspond presque, les deux lectures dont vous parliez, ça correspond aux presque deux moments successifs d'écriture. Moi d'abord, je me suis dit je vais raconter cette enquête que fait le narrateur et la façon dont petit à petit au fil de l'enquête remontent des pans de vie de cet enfant qui est resté toute sa vie caché, en fait, qui a été comme effacé par la famille de Simon, en fait, dont l'existence a toujours été tue.
Donc ça va être vraiment l'histoire de cette souffrance-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte effectivement que c'était... Si tout ça intéressait Simon, il fallait bien que ce soit parce qu'il y avait des ressorts en lui, en fait, de cette curiosité. Et donc, je me suis dit, c'est très important que je construise le personnage de Simon aussi, qui va être la caisse de résonance, en fait, de toute... de la souffrance qu'il découvre, en fait. Tout ça... Pourquoi ça le touche lui ? Parce qu'en fait, il a lui-même une histoire qui fait écho à celle-ci. En fait, il est lui-même au début d'une nouvelle solitude. Il est un peu perdu. Il va pas très bien dans ce moment-là de sa vie. En fait, il est comme moi, j'aime bien avoir des narrateurs qui viennent d'être comme déséquilibrés, en fait, qui viennent d'être bousculés, un peu mis par terre par la vie. Et donc, ça veut dire qu'ils sont dans un état d'hypersensibilité, d'hyperréceptivité, de questions un peu. C'est des moulins à questions, en fait. Sur tout ce qui les entoure et donc a fortiori sur cette famille. Lui, sa propre famille vient d'exploser et à ce moment-là, il découvre que la famille de ses ascendants, enfin, est elle-même en fait pleine de fissures, de non-dits. Et voilà, je me suis dit en fait, c'est ce qui va peut-être faire qu'on soit ému, c'est que Simon le soit parce que tout ça vient toucher sa propre histoire en fait. Donc c'est vrai que c'est à un moment vous direz qu'il recherche non, c'est pas vous, c'est Simon qui le dit, qui dit qu'il recherche M parce que il a besoin de parler de solitude. Il est un homme sans femme qui veut parler à un homme sans père, quoi. Il veut approcher la vérité de la solitude quelque part. C'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose tout d'un coup, ils sont frères en fait. Ils sont frères dans l'essolement en quelque sorte. Enfin voilà, c'est quand même pas pareil l'essolement d'après une séparation et l'essolement d'un abandon de toute une vie, évidemment. Et Simon le sait bien, mais c'est comme si il allait sur les traces, il allait en quête de quelqu'un qui a une sorte d'esselé absolu, encore bien plus que lui, qui a vécu une blessure beaucoup plus grande encore. Et en prenant des nouvelles, en se demandant, enfin en essayant de savoir comment va M, comment il a traversé tout ça, il a un peu l'intuition qu'il va prendre des nouvelles aussi de lui. Et donc, ouais. Alors, c'est une histoire de secret de famille. Il y a pléthore de romans là-dessus. C'est passer un peu par toutes les étapes un peu nécessaires de la révélation. Alors, la révélation, qui est une révélation un peu chelou quand même, puisque en gros, on a l'impression qu'il est le seul à pas être au courant. En tout cas, de sa génération, tous ses ascendants sont au courant. J'ai pas le souvenir d'un personnage qui l'apprenne en même temps que lui ou après lui. C'est dans le roman. Il est le seul, il est le béné de la classe, un peu à qui on n'a rien dit. On ne sait pas de sa sœur s'il était au courant. Ouais. Donc il y a ce secret. Pardon. Non. Non, mais c'est vrai ce que vous dites exactement. Mais moi, ça m'intéressait justement que petit à petit, on découvre ça. Lui, au début, il pense on vient de lui révéler une chose qu'il est le seul à savoir. Il se pense détenteur d'une vérité qui va être décisive. Et en fait, c'est toujours comme ça, les secrets de famille. En fait, quand on se met à en parler, on dit ah bah oui, tu savais pas ça, mais bien sûr, je sais. C'est toujours comme ça. Chacun se débrouille à sa façon avec le passé, avec les non-dits. Mais dès qu'on se met à en parler, en général, on est surpris de voir que oui, on était à peu près le dernier à pas savoir. Et ça me permet d'avoir un narrateur aussi qui a une forme aussi. On le voit aussi dans sa naïveté, dans la naïveté des émotions qu'il traverse, pour pas que ce soit un narrateur qui soit en surplomb, qui soit dans une situation de savoir ou de juger les autres, ou de vérité plus grande que les autres. Il est comme tout le monde pris dans les émotions de la famille, dans la pelote de nœuds qui est toujours une famille, et chacun se débat avec ça. Et en plus, c'est pour de vrai que des fois, il y a des choses qu'on sait, mais on se souvient plus qu'on les sait. Et parfois, les secrets, on a tellement pas pu parler des choses que c'est seulement quand on se met à en reparler que les gens disent ah oui, au fait, c'est vrai, je sais ça. Mais c'est très sincèrement qu'on n'y pensait plus et que c'était enfoui. Enfin, c'est un truc, on le sait tous, mais que la mémoire, c'est étonnant la façon dont ça fonctionne. La mémoire sélective. Voilà, la mémoire sélective, exactement. Et la façon dont les choses remontent petit à petit. Enfin, moi, je l'ai beaucoup vu dans cette histoire qui est bien sûr inspirée quand même d'un matériau familial à partir duquel je fictionne. Mais c'est tout ça, ça raconte un peu un narrateur plongé dans la complexité de tout ce buisson, ce massif de silence, de non-dits, de demi-vérités qui nous entoure tous en fait au sein d'une famille dès qu'on pose un peu des questions qui dérangent.
Mais il y a quelque chose de très dynamique dans le secret, puisque vous dites, alors là j'ai noté, la perpétuation d'une absence de décision, l'accumulation de... Non, j'ai dû faire une faute, j'ai noté, mais n'importe quoi. Bon, en fait, il y a une répétition qui n'est pas dans le texte. Donc, c'est la perpétuation et la perpétuation de quelque chose et l'accumulation d'autre chose. Je suis désolé. Mais en vue de quoi? Parce qu'il y a une volonté active, évidemment, de protéger le secret, sinon il ne le resterait pas. Mais c'est en vue de quoi? Vous pensez que c'est constitutif de la famille, de garder de la famille, pas la sienne, des familles en général, d'avoir des points de secret comme ça, ou dans l'alchimie, dans la dynamique du roman, c'est en fait, pourquoi il y a eu ce secret? C'est pas juste une question. On sent bien que c'est pas juste une question de bonne mœurs, quoi. C'est autre chose. C'est pas juste qu'il était malséant de dire que le grand-père avait fauté alors qu'il était même pas marié, en fait, quand même. Oui, je pense que la phrase que vous citiez, elle parle du fait que c'est à la fois que parfois ça se perpétue les secrets sans même qu'on le décide très. En fait, la décision ce serait de le briser. Et du coup, c'est comme une sorte de non-décision éternellement répétée de pas faire de vagues, de se conformer au fait qu'on dise ah mais ne parlons pas de ça, on n'en parle pas. Et en fait, c'est très très vite fait que ça dure des décennies en fait ça, parce que personne n'ait jamais envie de déchirer ce calme, cette paix. En fait, j'essaie de parler de l'ambivalence de cette demande de paix en fait là. Et c'est pas forcément quelque chose de très mal intentionné en fait, qui fait tenir très souvent les secrets pendant très longtemps. Sauf qu'en fait, ça fait des dégâts considérables en fait. Et là, le livre, c'est vrai, commence avec un moment où quelqu'un, un oncle de Simon, vient le voir, alors même qu'il a déjà écrit dans le livre aussi. Là, c'est un peu un double quand même de moi dans le livre. Il a déjà écrit un livre 10 ans plus tôt qui a fait beaucoup de remous dans sa famille, ce que j'ai fait moi aussi il y a 10 ans. Enfin voilà, j'avais écrit un livre qui s'appelait La Havedi Bailly et qui avait un peu secoué quand même parce que bon, voilà, toujours quand on parle de sa famille, ça remue plein de choses. Et l'oncle vient le voir et lui dit tu sais, il y a 4 enfants qui sont là, mais il y en a un 5e de ton grand-père qui devrait être là, dont personne ne parle. Là tout d'un coup, il y a une décision de faire péter le silence, de faire exploser mais de la part de tous les autres. Enfin, vraiment, ça, j'en suis convaincu que plein de choses. Parfois, les secrets, les non-dits font des dégâts considérables sur des générations et qu'on ne sait même plus très bien pourquoi on perpétue le secret. En fait, c'est une sorte d'habitude. Ça, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Et là, le ressort sans doute du secret, c'est probablement la honte pas tellement que l'enfant ait été conçu, mais qu'après le grand-père de Simon ne s'en soit pas occupé. Je pense que c'est plutôt ça. Et ça ne peut pas se révéler d'un seul coup. Il faut que les gens admettent qu'ils sachent, qu'ils savaient, et puis qu'ils admettent que c'était pas bien, et puis qu'ils admettent que c'est de ça qu'ils avaient honte, effectivement. Parce que, je l'avais un peu involontairement oublié de le dire, mais Simon est écrivain. Et effectivement, en fait, c'est troublant cette manière qu'il a, puisque il a écrit une histoire sur la partie. En fait, il avait oublié qu'il savait une partie de ce secret. Il savait pas qu'il y avait un enfant, mais il savait que son grand-père avait une liaison avec une Allemande quand il était en Allemagne. Non seulement il le savait, mais il l'avait utilisé dans un livre. Donc en fait, Simon sait et ne sait pas gérer le secret. Quand il en est victime, et du coup, enfin victime, justement, en fait, une des impressions qu'on a, c'est que c'est pas le secret en soi qui est mauvais. Le secret est un élément comme un autre, comme le refoulement, comme la mémoire sélective, qui n'a pas de valeur morale en soi. Le secret, c'est uniquement ses conséquences qui sont... Et une partie des conséquences, pour Simon, en fait, se révéleront un peu fantasmées aussi sur la destinée de M. Oui, c'est-à-dire que Simon, c'est un narrateur qui très vite se retrouve avec des choses qui lui sont révélées. Donc il sait qu'il y a un enfant qui vit toujours là-bas, donc qui est devenu un homme qui a plus de 70 ans. Il sait qu'il est là-bas, au bord du lac de Constance, à 9 heures de voiture, donc il peut aller le voir. Et il se lance dans une enquête, mais qui a tous les paradoxes peut-être aussi de la situation dans laquelle moi je me trouvais avec ce secret, c'est-à-dire d'envie de savoir et de peur de savoir trop aussi. En fait, je pense que dans plein de situations, ça nous arrange bien de pas tout savoir et d'être contraint d'imaginer, et du coup de pas aller complètement affronter le réel, de retarder ce moment où, en fait, le moment où on saura, c'est le moment où
la possibilité de fictionner, de fantasmer, s'arrêtera. Et Simon, le livre, il reste un bon moment en se trompant pas volontairement quand même, parce qu'il se trompe de bonne foi, mais c'est vrai qu'il est d'abord certain d'avoir identifié la maison sur Google Maps, et il va prendre plein de photos et tout. Puis après, bon, enfin, je crois pas dévoiler grand-chose de l'intrigue en disant ça, mais il se rend compte au bout d'un moment, alors qu'il est allé avec ses enfants prendre plein de photos, il se rend compte que c'est pas la bonne maison, c'est pas le bon M. Et en fait, il aurait pu savoir ça plus tôt si jamais il s'y était mieux pris, et peut-être que dans son... Rétrospectivement, il le dit d'ailleurs, qu'il a mal fait son boulot. Il a mal fait son boulot, c'est un enquêteur un peu maladroit, mais peut-être aussi par peur. En fait, c'est aussi le rapport à l'interdit, en fait, à l'interdit familial. Très vite, il se prend un savon gigantesque de sa grand-mère, en fait, qui dit si tu vas là-bas, je te bannis. Et donc, il entend ça avec un peu de perplexité, en se demandant, mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'être banni par ma grand-mère de 95 ans? C'est quoi être banni? Et en même temps, il voit bien que ça l'atteint. Et voilà, moi, ça m'intéressait aussi de parler de ça, de ce rapport qu'on a à la famille. En fait, à la fois, on peste contre elle, on est souvent un peu agacé, épuisé, contrarié par l'ordre familial, et en même temps, si tout d'un coup on est menacé d'en être exclu, ça nous atteint. Enfin, on n'est pas du tout indifférent. On a envie quand même d'y appartenir. Donc voilà. Peut-être que tout simplement, Simon, en se trompant un peu, ça lui permet de pas enfreindre complètement l'interdit tout de suite. Enfin voilà, il y a peut-être aussi autre chose, c'est que en fait, ne serait-ce que l'histoire de M, c'est des secrets gigognes. Donc il y a le premier secret, c'est qui n'est pas si secret que ça, c'est que le grand-père a couché en Allemagne. Le deuxième secret, c'est qu'il y a un enfant. Le troisième secret, c'est celui qui porte honte, c'est qu'il a oblitéré cet enfant de sa vie. Et ensuite, mais tout ça, c'est des révélations. Qui c'est qui n'a pas lu le livre, pardon? Ah ouais. Bon, en tout cas, il y a des secrets gigognes. L'élucidation d'un secret amène toujours... Mais bon, jusque-là, ça va, on n'a pas trop divulgaché. Hein, on ne sait même pas pourquoi le livre s'appelle comme ça, l'enfant dans... Donc voilà, on a un enfant dans le texte. On ne sait même pas pourquoi. Donc, oui, alors... En fait, ces secrets qui sont gigants ont vraiment un élément très dynamique dans le roman. C'est les révélations successives jusqu'où va aller. Et puis l'objet de la honte, je pense qu'il n'est pas encore... on ne vous l'a pas dit. Le vrai objet de la honte, pour moi, il n'est pas encore dit. Hein, mais en fait, je me suis demandé si alors, dramatiquement, ça marche super bien. Vous pensez avoir un peu fait le tour des trucs. Et puis non, ah merde, il y a ça aussi. Quoi. Ah bon, et ça en plus? Ah ouais, super. Mais en fait aussi, il y a quelque chose dans ce que vous dites de Simon qui rend le personnage très attachant, c'est qu'il n'est pas omniscient, il n'est pas surplombant, il se trompe, il se décrit sans complaisance en train de se tromper. Et finalement, le fait qu'il y ait toujours des secrets, et je crois que c'est très important c'est un personnage, hein, mais dans la psychologie de Simon, si ça existe, la psychologie d'un personnage, c'est que finalement, ça lui permet, et il en est satisfait, d'avoir toujours quelque chose d'autre à apprendre, de quelque chose d'autre à comprendre. Il me semble que c'est assez important chez lui. Il y a une vraie, il est écrivain, et il y a une vraie envie de comprendre les choses, et que le fait qu'il y ait ces secrets emboîtés lui permet de progresser naturellement là-dedans. Oui, je pense qu'il est vraiment dans une démarche d'essayer de comprendre, de se demander comment les choses ont pu arriver. C'est plus la question presque du comment ça peut se passer, tout ça, comment ça peut se passer. Il y a la scène de... Alors, ça, on ne la dit pas, puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais de l'enfant dans le taxi, comment il apprend au bout d'un moment que cet épisode a eu lieu, qu'à un moment, voilà, M s'est retrouvé dans un taxi à essayer de... Non, mais je dis pas. Mais en tout cas, il se demande, voilà, comment ça peut arriver, comment... c'est vraiment un livre pour essayer d'imaginer comment les choses arrivent, comment un père peut finalement passer sa vie sans vouloir rencontrer cet enfant. Et chaque fois, il est simplement dans l'hypothèse, Simon. Et je pense que c'est le rapport. Ce qu'il doit apprendre, c'est justement que le mystère sera jamais résolu. En fait, moi, j'aime bien toujours le moment où on doit aussi se résigner au fait que l'énigme,
elle est constitutive de la vie, en fait, elle est constitutive des êtres. On ne saura jamais les raisons de chacun, en fait. On peut les imaginer, on peut les fantasmer, mais toujours les autres nous échapperont. Toujours ce qui est ressenti, ce qui est vécu et les déterminations de chacun, et même les nôtres. déjà, on n'arrive même pas bien à savoir ce qui nous détermine, nous, pourquoi on a fait les choix qu'on a fait. Parfois, on a du mal. Mais alors, les autres, c'est une énigme. Et c'est ça qu'il doit apprendre aussi, Simon, c'est qu'au fond, il n'y aura jamais de réponse. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'aime le moment où dans les livres, où on baisse les bras et où on doit dire c'est comme ça, c'est tout, et que cela soit, parce qu'en fait, et que la vie continue et il n'y aura jamais personne pour nous expliquer, nous donner une réponse. Et voilà, ça, c'est vrai que Simon, il doit faire ça. Finalement, au fond, c'est surtout ça qu'il apprend au bout d'un moment. Ouais. Il apprend, en comprenant qu'il s'est trompé, il progresse vachement. Et donc, dans le Secret de famille, il y a famille, et c'est vraiment un roman de la famille. C'est un roman des familles, en fait, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu à la première lecture. Il y a beaucoup de familles miroirs dedans. Alors, il y a le premier miroir qui est absolument évident entre la famille officielle et la famille non officielle, celle qui n'existe pas, celle de Malucci avec son allemande. Il y a le miroir entre la famille officielle et la famille de Simon, celle qui commence avec Simon, c'est-à-dire lui et ses enfants, sa compagne, bientôt son ex-compagne. Il y a tout un jeu de miroir sur sa famille, sur les familles. C'est vraiment c'est un peu le creuset alors c'est le creuset du secret, c'est le creuset de tout un tas de mal-vivre, de contraintes, mais c'est aussi la grande interrogation de Simon, c'est comment faire famille, quelque part. Oui, oui, on peut, c'est vrai. En fait, je pense qu'effectivement, lui, il est dans un moment où sa famille vient de. Ça y est, elle a explosé et tout. Et en même temps, du coup, ses enfants sont. Il a des moments très forts avec eux, des moments nouveaux, oui. de solitude avec eux, et donc de complicité aussi différente. Tout est en train de se réinventer. Et dans ce moment-là, il a du coup aussi des. Il y a quelque chose qui, plus que jamais, le met en empathie, en pensant à M, en fait, lui, il vit des moments beaux avec ses fils, et il pense à M qui n'a pas eu de père. Enfin, il y a des c'est un des ressorts de l'empathie qu'il a d'avance pour cet homme inconnu. Enfin, et je pense que oui, c'est ça. C'est beaucoup un livre sur ce qui reste ou ce qui tient bon malgré tout ce qui se fissure, malgré ce que le temps fait aux liens. Qu'est-ce qui perdure et comment les réinventer autrement. Là, par exemple, la famille des ascendants de Simon, elle se trouve mise à mal par la révélation, évidemment, de l'existence de M. Simon, il est menacé de bannissement, donc il doit réinventer une autre place, mais tout le monde, en fait, doit un peu, face à cette nouvelle qui désormais est mise au grand jour, tout le monde doit un peu prendre une autre place, en fait. Et donc, c'est beaucoup sur la façon dont malgré tout, on essaie de continuer à tenir à peu près ensemble, avec, en se débrouillant de la vérité au milieu qui surgit comme ça, des choses douloureuses du passé, en tout cas, qui ressurgissent. Mais je pense que c'est effectivement un livre qui n'est pas dans l'envie de se séparer. C'est pas un livre de rupture avec la famille du tout. C'est plutôt de... Et ce qui m'intéressait, c'est toujours de raconter à quel point c'est réversible, à quel point c'est pas forcément ceux qu'on avait imaginés qui vont se révéler des alliés. C'est pas forcément ceux qu'on avait cru qui vont désobéir à l'ordre familial. Il y a Franz, l'oncle, qui vient lui tout de suite, qui vient à l'enterrement du grand-père dès quelques heures à peine après le moment où son corps vient d'être mis en terre. C'est lui qui vient dire qu'il y a un enfant caché. Mais après, il y a par exemple le grand-oncle de Simon qui s'appelle Louis. Et qui va... Quel personnage, Louis Simon a toujours cru que c'était quelqu'un qui était dans le rang, qui était qui était un homme de devoir, qui avait toujours obéi à l'ordre familial. Et en fait, il le découvre. C'est cet oncle qui lui écrit, qui lui dit sache que moi, je te parlerai si tu veux. Et ça m'intéresse toujours les moments où on s'est trompé sur ceux qui nous entourent, en fait. Ceux qu'on a cru courageux, ils sont lâches. Ceux qu'on a cru dans le rang, hop, ils osent braver l'ordre. Et donc, voilà, Louis, c'est un personnage
important pour moi. Ah oui, alors ça faisait partie, je vous disais que j'aimerais bien à la fin, si on a le temps, d'aborder des points de détail. Alors c'est pas un détail, c'est un personnage secondaire, et les personnages secondaires dans vos romans sont très très importants. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord le personnage est très bien construit, avec cette idée en fait, il est catholique, il a épousé une protestante. Et ça a l'air de rien, mais c'est dit dans la petite biographie que vous faites de lui. Et à un moment, quand Simon le voit pour la dernière fois, il dit qu'il l'accompagne à la gare et puis qu'il rentre retrouver sa femme chèrement conquise ou quelque chose comme ça. Parce qu'il a dû se battre pour avoir le droit de l'épouser. Et en même temps, c'est le successeur, c'est celui qui a assuré le confort matériel de la famille, c'est le successeur d'une grande entreprise. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, là, il y a quelque chose avec Louis, ce personnage, il n'est pas... il est vraiment beaucoup plus important que ce qu'il me semble. Oui, il y a l'idée qu'en fait, Simon, petit à petit, mais c'est toujours comme ça, dans ces moments de conflits familiaux, on se découvre des alliés, et petit à petit, on découvre aussi les raisons des alliés, et en fait, ceux qui sont complices, et ils ont eux-mêmes, là en l'occurrence, c'est très clair dans le livre, enfin, Louis, il a lui-même eu maille à partir avec l'ordre familial, enfin, son mariage a d'abord été pas bien vu, il a dû se marier dans une petite chapelle dérobée, enfin il a bravé non seulement l'ordre familial mais presque l'ordre religieux, et en fait de ça il garde une solidarité avec ceux qui sont tout d'un coup excommuniés ou mis à la marge, quoi, en fait, voilà. Donc il y a la solidarité des bannis, en fait, un peu oui. Et il y a aussi une dernière chose sur si tant est qu'il puisse y avoir une dernière chose sur le sujet, mais sur la famille, on a l'impression, il y a Simon qui est très préoccupé par quoi faire de sa famille, celle dont il est le chef, entre guillemets, en tout cas l'aîné, après la rupture. Mais lui et sa compagne, son ex-compagne, qui s'appelle A, ils font bien. Ils se débrouillent, quoi. Ils essaient de gérer ça d'une manière qui est pleine de l'amour qu'ils se sont portés, et je parlais de famille en miroir, on a par contre la famille de Malouche qui est monolithique, soudée, etc., même s'il y a plein de fissures. Mais au fond, il n'y a pas un seul mot de tendresse de Simon pour son grand-père, dans mon souvenir, dans le livre. Il y a un peu d'admiration, parce que c'était un grand chanteur, parce que c'était un homme à poigne avec un caractère impressionnant, mais pas d'affection. Et on a l'impression qu'on a d'un côté une famille en bloc, mais qui se fissure, et d'un autre côté une famille qui éclate, mais qui pour le coup est beaucoup plus aimante, beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus attentive aux uns, où les gens sont beaucoup plus attentifs les uns aux autres, comme s'il y avait une envie de redéfinir une famille, ou de redéfinir la famille. Oui, alors peut-être que c'est vrai que c'est là. J'ai jamais pensé à ça, hein, mais merci d'évoquer ça. Mais c'est vrai que c'est deux modèles, enfin pour le coup opposés, enfin oui, la famille du grand-père, mais ça c'est effectivement l'opposition des générations, où on se sépare pas et on traverse la vie avec tous ces aléas, avec avec l'amour qui a des hauts, des bas et tout, et en tout cas ils ont vécu toujours ensemble, Malouchi et Ima, et à l'inverse effectivement, Simon il est d'une génération où quand ça va plus, on se sépare. Enfin, et oui, les deux ont leur. Enfin voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il appartient à cette génération-là où on. Oui, et je pense que c'est beaucoup. Oui, ça parle un peu de ça, des liens autres du fait de faire famille autrement. C'est vrai ce que vous dites. Puisque de toute façon, même. Par exemple, Malouchi, autant il n'a pas voulu de ce fils-là, il l'a jamais reconnu. En même temps, on apprend un peu qu'il a. C'est vraiment un truc. Je révèle rien du bouquin premier. C'est assez incident. Mais il y a un moment sont évoqués c'est les années où il a vécu en Algérie, parce que c'est là-bas que Simon avait entendu parler de son histoire d'amour avec cette jeune femme allemande. Et là-bas, il a presque eu un fils en fait, qui est un ouvrier algérien, qu'il aimait tellement que c'était un fils adoptif. Donc c'est-à-dire ça. Oui, je pense que c'est vraiment. Ça parle sans cesse des filiations rêvées. Ou des paternités rêvées, des filiations refusées, des moments où ça coïncide quand même avec vraiment l'enfant qu'on a, mais en tout cas, il est certain que ça coïncide pas toujours, en fait, voilà, là dans le livre, chez les personnages, ouais, c'est vrai. Et un truc aussi qui m'a... C'est peut-être un point de détail, peut-être pas, mais il n'y a pas d'ascendant pour Malouchi.
Il est sorti de terre. Alors, il a un nom italien, il vivait en Algérie, c'est un point de détail ou pas, parce qu'on a l'ascendance de Ima, par la famille Félix, ouais, etc., qui est toulousaine. Je ne spoil pas, c'est plutôt sympa. Mais pour Malouchi, il n'y a rien avant, il n'y a pas d'avant Malouchi. C'est vrai, et je me suis beaucoup demandé en fait si j'entrais dans les raisons de Malouchi aussi, dans sa propre enfance, son propre rapport à son père en fait, en fait, ce qui est terrible dans la pelote de fil qu'est une famille, c'est que on peut tout tirer et chaque fois ça ramène des pans de romans à gérer en fait. Donc il y a eu une version au début, le livre il faisait 400 pages et maintenant il en fait 200. Donc au début j'avais voulu parler de ça aussi parce qu'en fait là en fait Malouchi c'est vraiment pas, j'ai pas besoin de le cacher, hein, il est vraiment très inspiré de mon grand-père non, et Malouchi en fait il est lui-même un peu abandonné par son père en fait. C'est bon, donc à un moment il y avait ça dans le livre. J'essaie de raconter aussi le fait que lui-même, la difficulté d'être père, peut-être elle venait de là aussi. Et puis après je me suis dit il y a un moment en fait, c'est là qu'on fait un roman, qu'on fait un livre. C'est le passage du réel à un roman en fait. C'est-à-dire il y a un moment où il y a vraiment quelque chose d'un cadre qu'on pose. Enfin, je veux dire, comme au cadrage au sens presque photographique, en fait, on prend la décision qu'on va mettre des choses dans le cadre pour composer une image. Alors là, en l'occurrence, c'est un récit. Mais moi, je me suis dit non, ça va être l'histoire de Simon et de cet enfant, enfin, de leur lien, de leur fraternité, du trajet de Simon vers M. Simon qui vient de perdre l'amour, enfin voilà, et qui rêve qui va vers M comme dans un rêve de retrouver l'amour aussi, enfin voilà, et qui veut savoir comment va celui qui a manqué d'amour toute sa vie. Je me suis dit, en fait, on peut, enfin moi en tout cas je savais pas faire, ou alors il fallait faire justement 400 pages, mais les 400 pages elles allaient pas, il aurait fallu peut-être en faire 600, je sais pas, pour embrasser toute la famille, mais je crois aussi que l'émotion, elle est plus forte si on resserre, si voilà. Je me suis dit, ça va être vraiment le livre de ces deux personnages. Et donc Malouchi, tant pis, ne sera qu'un grand-père et pas lui-même un fils. Mais à un moment, j'avais raconté ça parce que la vraie vie de ce personnage, enfin de la vraie vie de la personne dont le personnage est inspiré, de mon grand-père, il y a des scènes très très bouleversantes, très romanesques que peut-être un jour je raconterai, mais d'un enfant qui est presque abandonné par son père qui boit, qui joue au casino d'Oran et le gamin dort sur les banquettes du casino toute la nuit. Et évidemment qu'après un homme comme ça, quel père il devient? Je sais pas. Enfin, on peut là aussi, on peut fantasmer plein de choses, se poser plein de questions sur. On peut aussi ne pas, parce que le roman, ça fonctionne bien sur le creux aussi. Ne pas raconter quelque chose et tout en laissant la trace qu'il y a. Tiens, pourquoi effectivement, c'est une des questions qu'on se pose. Pourquoi Malouchi est comme ça? Alors, ce qu'il y a de positivement, ça devient un personnage encore plus monolithique, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'avant Malouchi, et négativement, on se dit, mais si, il y a forcément un avant, et c'est quoi donc c'est vrai, non, c'est très très important ce que vous dites, et je ne pensais pas à ça, mais en plus, j'ai vraiment énormément travaillé là-dessus, sur tout ce qui ne sera pas dit, tant pis, tous les creux. Et je me suis dit, en fait, ça pour le coup, c'était assez délibéré de laisser, de laisser des choses... Ça rejoint ce que je disais un peu de l'énigme, en fait, de l'énigme qui demeurera. Mais il y a des scènes où, quand on voit Malouchi qui est à la fois dans la culpabilité, dans le déchirement, mais toujours dans le refus de cet enfant, et ben j'essaie de passer un tout petit peu de son côté. Je sais pas ce qu'il y a mais simplement d'imaginer ce qui peut défiler. On peut par l'écriture, sans du tout conclure, décider. Se demander à ce moment-là qu'est-ce qui peut bien passer dans la tête d'un père, et on peut effleurer quelques hypothèses comme ça qui restent, mais juste les faire qu'elles vibrent un peu dans le texte comme des possibles. Et après, sans développer tout ça, mais oui. Je crois beaucoup au creux, moi. Je pense en fait vraiment que c'est fondamental. C'est les caisses de résonance d'un texte, en fait, les creux. Donc oui. Et alors tout à l'heure, je vous parlais des deux lectures successives, l'histoire de l'enfant dans le taxi, M donc, et puis finalement, non, l'histoire, à mon avis, de Simon. Mais en fait, même au sein de la librairie, on n'est pas d'accord sur le sujet du...
Voilà, bon, bref. Et il y a il y a un passage que j'ai trouvé magistral. Alors, je ne sais pas si c'est moi, il y a un premier voyage en Allemagne sur la trace de M. Donc, M vit près du lac de Constance. Et Simon, qui à ce moment-là est quand même sérieusement perturbé, puisque sans avoir prévenu qui que ce soit, il embarque ses deux enfants. Ils vivent dans le sud de la France. Et il décide de tracer la route jusqu'à Constance, jusqu'au lac de Constance et jusqu'à la petite ville où supposément habite M. Mais sans prévenir personne et tout droit, en ayant vaguement une réservation d'hôtel qui sera foireuse. Enfin voilà, c'est vraiment... Bon bref, ils arrivent, ils traversent une partie de l'Allemagne, de la Suisse, et ils arrivent près du lac de Constance. C'est l'hiver, ça n'a pas trop d'agrément. C'est pas un paysage qui a son charme, mais qui n'est pas très agréable. Et il y a un des deux enfants qui dit c'est le lac qu'on est venu chercher, papa. Ça doit être presque exactement ça. Et le père dit oui, c'est ce lac. Et je me dis mais c'est le lac qu'on est venu chercher, papa. Il n'y a pas de ponctuel, il y a pas de. C'est vraiment comme ça, la phrase est d'un seul bloc. Je dis en fait l'enfant, est-ce qu'il est en train de question. La question pourrait aussi s'entendre, papa, c'est ça le lac qu'on est venu chercher, et non pas un monsieur qui habite près du lac, mais le lac. Je me suis dit, et le père qui répond, oui, c'est ce lac. Et je me disais, bon, allez, c'est bon, c'est ton expérience de cagneux et tout, c'est trop. Mais à la page suivante, vous dites que le nom, vous avez une petite méditation sur le nom allemand du lac de Constance, qui est, alors je ne me risquerai pas à dire son nom en allemand. Bodensee, ouais, voilà. Bodensee, Bodensee. Ok. Qui en allemand veut dire le lac de la base, le lac du sol, le lac de la fondation. Et du coup, je reprends la question de Victor, du gamin. J'ai dit c'est la base, c'est la fondation, c'est le sol qu'on est venu chercher papa. Et papa dit bah oui, c'est ce lac. Et c'est là que je me suis dit mais non, quand même, j'ai pas à fabuler. Vous validez ou pas? Je valide à fond. Non, mais bien sûr. Ouais, moi, c'est vrai que j'étais dans la fascination que j'avais pour toute cette histoire. Il y avait aussi l'idée que ça s'était passé à côté du lac de Constance. Avec ce nom. Alors j'étais très embêté quand moi je suis pas germaniste et donc j'ai appris tout de suite que ça marchait pas du tout en allemand parce que je rêvais bien sûr à la Constance d'un amour comme ça on voit bien que Malouchi et cette femme ont eu probablement un lien toute leur vie en fait voilà et donc il y a quelque chose comme ça d'un amour qui fait des ricochets sur plusieurs générations après enfin plus qui donne naissance à un enfant qui a des conséquences comme ça ça continue de courir. Simon entend parler de cette histoire en Algérie. Donc je rêvais beaucoup de cette question je rêvais à cette question de l'amour qui dure, qui comme ça traverse les générations et continue presque de projeter son ombre sur les générations qui viennent après. Et donc j'étais dépité quand j'ai appris que c'était pas du tout le lac de Constance en allemand. J'étais vraiment abattu. Et après j'ai trouvé que c'était pas mal quand même. Enfin, Bodensee, ça peut, en tout cas dans l'étymologie, on peut entendre quelque chose comme ça de le lac dont tout vient, quoi. Enfin, le fondement, le fond. Et je me dis bon, ça marche quand même. Il y a quand même un truc qui m'arrange bien. Et c'est vrai que moi, tout le livre, il était écrit dans une sorte de voyage vers ce lac. Le lac, c'était le lac aussi qui appelait, parce qu'un lac, c'est fascinant par tout ce qui dort dessous, tout ce qu'il y a. En plus, là, au milieu des montagnes, à la jonction de plein de pays. Enfin, le lac où a eu lieu l'amour, il y a vraiment quelque chose de l'origine, de la matrice. Et ça avait une puissance dans mon imagination, ça avait une présence, enfin une prégnance qui était comme vraiment un appel. C'était l'appel presque principal à écrire ce livre. Et en plus, j'ai essayé de rendre ça un peu dans le livre, mais Simon, qui appartient vraiment à une famille méditerranéenne, très très, voilà, l'Italie, l'Algérie, enfin des Italiens d'Algérie, et qui a toujours vécu là au bord de la Méditerranée, et tout d'un coup, il se découvre un lien avec un autre monde. C'est vraiment comme c'est de l'autre côté des montagnes. Il y a quelque chose comme ça comme de se découvrir beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait, relié géographiquement à un autre monde. Et donc j'essaie de raconter dans les moments de trajet à quel point ça change les paysages, la lumière presque, en fait, comment on bascule dans un autre monde et même d'un autre rapport à l'amour. Alors tout ça, c'est du fantasme de Simon, hein, et de moi évidemment. Mais je veux dire, mais c'est quand même comme si lui, il était de la famille, du monde avec un grand-père
qui en plus chantait de l'opéra italien. C'est vraiment Don Giovanni, tout ça, un rapport à l'amour qui est un peu éternellement le rapport méditerranéen les conquêtes. Et tout d'un coup, là-bas, non, il y a le vrai l'amour de Werther. On meurt de l'amour, quoi. C'est grave là-bas ce qui se passe. Et donc, il y a quelque chose de ce télescopage des deux mondes qui moi m'appelait beaucoup. En fait, c'est toujours un peu bouleversant quand on découvre comme ça des secrets, des enfants cachés dans les familles. Mais de toute façon, il y en a à peu près dans toutes les familles. Mais c'est aussi comme un élargissement infini de soi-même. En fait, on se dit, mais en fait, c'est aussi super. On est relié à tout ça là-bas. Ça aussi, c'est nous. Enfin, c'est notre monde. Et ça, moi, je trouve que ça libère, ça agrandit, quoi. Ça agrandit intérieurement. Et donc, voilà, j'ai essayé de rendre ça aussi. Simon, il est aussi appelé par ça. Et une des choses qui fait que j'adore vos livres, c'est cette scène que moi j'ai trouvée vraiment magnifique. Hein. C'est le lac qu'on est venu chercher, papa, oui, oui. Et puis la méditation sur Bodensee. C'est précédé par une scène complètement prosaïque, comique, presque burlesque, où les enfants sont infoutus de nommer un cygne. Ils voient des bestioles là, et puis ils disent, c'est quoi ce canard? C'est pas un canard. Ah, c'est une oie. Bah non, c'est pas une oie. Et vous aimez bien les ruptures de ton, il faut pas laisser s'installer quelque chose qui pourrait durer trop longtemps dans l'ambiance du roman. Il faut que ça bouge un peu, que ça. Oui, c'est vrai. J'aime bien casser les moments. Enfin, là, effectivement, l'acte de Constance, tout ça, ça pose quelque chose qui est assez poétique. Enfin, qui peut être vite un peu. Et oui, j'aime bien que tout d'un coup on soit très prosaïque, après, enfin, qu'on revienne à la vie. Donc c'est vrai que le livre, je pense qu'il est fait d'une alternance de scènes qui sont des moments un peu marquants, soit je sais pas, quand la grand-mère passe une douche, un savon monumental à Simon. Là, c'est une scène. Il y a ou quand la scène de l'enterrement, quand Simon apprend l'existence de cet enfant parce que l'oncle vient lui souffler. Ça, c'est une scène. Voilà, j'y consacre 20, 30 pages et j'essaie de les raconter, ces scènes presque au ralenti, en fait, avec toutes les sensations qui entourent les mots que reçoit Simon, qui s'impriment très fort. Toujours, quand on se souvient des moments comme ça décisifs de nos vies, on se souvient presque de la couleur, de la lumière dans laquelle ils arrivent, du bruit, du brouhaha, du bruit de fond. Enfin, il y a tout ça qui est autour, toute la matière sensible qui entoure la vérité qui nous est dite à ce moment-là. Et donc ça, c'est des scènes. Et j'aime bien qu'à côté, il y ait des moments où on se relâche, où on est dans la vie, dans la vie avec son... et souvent, à ce moment-là, je sais pas, j'emprunte à la vie vécue aussi. Là, il y a vraiment cette scène, voilà, je sais pas, a vraiment eu lieu avec mes deux garçons. C'est vrai que c'était fou. Je me suis dit, bon, ça... j'ai pas pu m'empêcher après de le mettre dans le bouquin, mais parce que il y avait vraiment ça. Il y en a un qui le grand se foutait du premier, qui savait pas, qui avait dit, bon, c'est un canard. Et dit, bah non, c'est pas un canard, évidemment, c'est une oie. Et c'est le grand qui se moquait du premier, dit que c'est une oie. Bon, bah, c'était un signe. Et c'est vrai que j'ai tellement éclaté de rire. Et bref, enfin voilà. Et donc et parfois c'est des choses inventées et tout, mais c'est des choses de la. Oui, moi j'aime que la vie, elle entre aussi parfois de façon un peu avec sa trivialité, quoi, dans le livre. Ben ouais, mais d'apprendre que vous avez coupé, retravaillé, enlevé, je sais pas comment il faut dire, la moitié ou les 2 tiers du texte. Je pense à une autre scène avec les enfants que je trouvais magnifique, mais vraiment très très belle, mais qui est pas reliée au fil narratif principal, même de loin. C'est quand ils partent, c'est un week-end, je crois, ils vont faire de l'exploration, ils essaient de rentrer sur un tumulus c'est le moment, le papa avec les gamins qui font le dimanche après-midi. Vous avez consacré, je sais pas, 4-5 pages à ce truc-là, qui n'a strictement rien à voir, et je trouve ça magnifique. Oui, et en plus, non mais en même temps, là vous nous devez des comptes, parce que vous dites que vous avez coupé 200 ou 250 pages, et ça c'est resté. Bien sûr. Non, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, autant j'ai coupé sans hésiter plein de scènes supplémentaires de conflits familiaux, ou des scènes où je développais les raisons de tel ou tel membre de la famille, enfin des choses qui faisaient entrer qui en rajoutaient sur la mécanique du secret, ou les raisons de chacun, qui ajoutaient à la complexité à peu près infinie de toute famille dès qu'on entre dans les détails. Ça, j'ai coupé. À l'inverse, ces scènes-là, elles
elles sont pas du tout, effectivement, elles font pas avancer scénaristiquement le livre. Ça, c'est vrai, elles n'ont pas du tout de fonction. Enfin, on avance peu sur M en allant chercher le tumulus. Mais elles sont importantes pour moi justement parce qu'elles sont importantes rythmiquement. Elles sont importantes par le moment de creux, comment dire, d'intensité un peu basse qu'elles représentent. Et puis aussi parce qu'elles installent quelque chose du rapport avec Simon, en fait, avec Simon, du rapport entre Simon et ses enfants, et en fait, malgré tout, ça, c'est un lien peut-être un peu lointain, mais ils sont à ce moment-là en train de franchir une clôture, d'essayer d'entrer sur un terrain interdit, et tout le livre, c'est cette question de est-ce qu'on va désobéir ou pas à l'interdit familial et tout. Donc les gamins sont là. Ils rôdent tous ensemble autour d'une clôture, parce que c'est un propriétaire qui a toute une colline presque sur laquelle il y a des vestiges archéologiques, et ça les rend fous en fait qu'on leur interdise l'accès à ça. Mais donc c'est quand même un peu toujours cette question de on y va ou on n'y va pas, on franchit la clôture, et ce qui nous interdit, ce qui nous empêche d'aller voir ce qu'on voudrait, d'aller savoir en fait. Donc ils sont comme dans une répétition un peu de la désobéissance plus grande qu'ils vont faire après, mais c'est vrai que ça n'a pas de... Moi, surtout, l'enjeu, c'est qu'on les connaisse, qu'on s'installe un peu dans leur présence, dans leur façon d'être, dans leur intimité. Et ça fait qu'après, on peut les suivre aussi en Allemagne. On peut être ému avec Simon, peut-être davantage que si on ne le connaissait pas, si on n'avait pas passé ces moments. Là, encore une fois, ça rejoint ce que vous disiez sur le creux. Les moments creux, les moments un peu... je pense que vraiment, c'est ces moments-là qui préparent après la possibilité de moments plus intenses. Voilà, moi j'aime en tout cas qu'il y ait des moments. J'aime dans les films que ce soit qu'on ait plein de moments un peu creux, que ça. J'aime la patience, voilà, ouais. Pour préparer des portes à ouvrir Voilà. Et donc il y a des scènes qui sont pas du tout creuses, qui sont pas du tout plates. Vous avez cité la scène de la révélation où Franz, l'oncle, va annoncer qu'il y a ce fils secret. Oui. Bon, vous avez changé d'éditeur ou c'est une continuation de travail chez Minuit. En tout cas. Moi, je suis libraire, donc je sais que c'est pas exactement pareil que d'être à l'Arbalète, que d'être chez Minuit. C'est quelque chose, en bien ou en mal. En tout cas, il y a une différence. Et c'est vrai que j'ai été surpris dans ce livre par un changement de votre écriture. Et en particularité, alors il y a la première scène, le prologue que vous avez en partie lu, est déjà moins prud'homesque que ce à quoi je m'attendais. Ah bah si, on va le dire un jour. Hein. Mais enfin, déjà, je sentais des innovations, mais quelques pages plus tard, il y a une longue... Cette scène, vous la racontez, il y a plus de points. Vous avez normalement, vous avez une écriture qui vraiment, je ne fais pas de compliments idiots, mais c'est très fluide. Vous avez une écriture qui dessine des creux aussi. Hein, et là, par contre, vous êtes à fond dans la scansion, dans la répétition, une écriture qui se donne à voir pour elle-même. Et il y a vraiment une évolution de votre style, une bifurcation qui s'est produite. C'est lié au sujet, c'est lié au changement d'éditeur, c'est lié aux deux, peut-être, probablement, en fait. Alors, alors le changement d'éditeur, juste pour en parler, parce que peut-être nous on le sait, mais juste pour le dire peut-être, en fait, j'ai suivi en fait, au fond, je suis resté avec le même éditeur qui s'appelle Thomas Simonet, qui était moi la personne avec qui je travaillais depuis 10 ans à l'Arbalète et avec qui j'ai un dialogue qui pour moi est vraiment infiniment précieux, et il est devenu directeur des éditions de Minuit. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je l'ai suivi, en quelque sorte. Mais donc, je travaille toujours avec le même éditeur, mais c'est vrai que c'est sous cette couverture, maintenant, qui, moi, au début, m'impressionnait infiniment. Enfin, je veux dire, elle m'impressionne toujours, hein, franchement, mais je veux dire, mais au début, c'est très impressionnant, Minuit, parce que moi, dans ma vie de lecteur, dans mon rapport à la littérature, ça a été vraiment, enfin voilà, énormément de très très grands chocs sont venus sous cette couverture, quoi. Voilà, vraiment oui, voilà, je pense que vraiment moi, Beckett, je me revois à 18 ans allant voir En attendant Godot, et après vraiment voulant écrire plein de pièces de théâtre très maladroites et tout, mais qui étaient complètement dans la marqué par ça très très fort, quoi. Voilà, ça avait été un choc tellement bouleversant, enfin voilà, Estragon et Vladimir là comme ça, sans justement là sur le creux, on peut rester des heures avec eux et on est dans une sorte de bonheur infini de la représentation sans qu'il se passe rien justement, mais on est dans leur compagnie. Il y a quelque chose comme ça de la
du temps passé ensemble et qu'on voudrait étirer à l'infini. Donc ça m'avait marqué très fort. Après, moi, je sais pas, par exemple, Claude Simon, j'ai commencé une thèse sur lui, j'ai fait un DEA, je veux dire, ça m'a marqué très fort. Et cette écriture-là, l'écriture, par exemple, de cette scène-là, le moment, le côté pas trop de points, je pense que ça vient un peu de là. Moi, ça me voilà, La Route des Flandres, tout ça, c'est des choses qui m'ont énormément marqué, que j'ai beaucoup lu. Et le premier texte que j'ai écrit dans l'Arbalète, donc le premier qu'on a fait avec Thomas Simonet, il était écrit un peu comme ça, avec peu de points, avec une très forte influence, je pense, de Claude Simon, un peu écrasante, quoi. Mais j'avais, parce qu'on était dans, c'est aussi par rapport à ce qui se passe à ce moment-là dans le texte. Là, avait dit Bailly, ce livre, c'était tout entier la remémoration d'un. C'était la parole d'un ancien ouvrier de la ferme qui conduisait son camion, et le narrateur, qui était un peu déjà Simon, en quelque sorte, c'était moi, écoutant Bailly dans le camion. Je l'écoutais. Bailly, il était dans son récit et il sautait d'une scène à l'autre, d'un souvenir au présent du trajet en camion, et tout d'un coup, il passait devant un lieu, il disait attends, là, il faut qu'on s'arrête. Ça, c'était il revenait à sa vie dans le présent, il revenait aux souvenirs que lui évoquait tel lieu devant lequel il passait, où il s'était passé autrefois une scène très importante avec Malouchi. Et donc il y avait comme ça un flux de la parole que j'essayais de respecter comme ça, un peu ininterrompu, avec les sauts qu'on fait toujours quand on parle. Là, je pense que j'en fais pas mal, effectivement, de digression. Je suis désolé de ça, et je mets pas beaucoup de points peut-être dans mes phrases, mais donc voilà, il y a ce côté comme ça de la parole quand elle veut dire plusieurs choses à la fois et qu'elle n'y arrive pas et qu'elle saute d'une chose à l'autre. Là, je me suis dit que j'allais renouer avec cette écriture-là, pas du tout dans tout le livre, mais c'est justement dans ces scènes comme ça, effectivement. Voilà, c'est la scène de l'enterrement et c'est pour essayer de rendre compte de la sidération qui est celle de Simon. Il essaie de se rappeler ce moment. Il dit voilà, c'est là que tout avait commencé, c'est là que tout s'était fissuré avec Franz qui était venu, et il essaie de raconter l'écriture. Elle essaie de poser tout ce qui composait ce moment, en fait, et au milieu desquels arrive la phrase saillante de Franz qui dit j'ai failli parler de M. Tu sais bien qui est M. Et Simon dit quel M, de quoi tu parles? Et voilà, la révélation, j'ai voulu qu'elle arrive avec le vertige un peu le vacillement de Simon. Et donc pour ça, j'avais besoin d'une écriture qui avait cette instabilité-là. Et après, ça se pose, l'écriture, parce que... Et voilà, mais donc, je sais pas si... Honnêtement, je savais pas qu'il allait paraître chez Minuit, même au moment où le livre était terminé. Avec Thomas, on s'était dit, il m'a dit, boss, finis ce texte. Et on l'a discuté, il a vu la version de 400 pages, il a vu la version ensuite de 200 pages, il a dit, ça y est, c'est bon et tout. Mais à ce moment-là, je savais pas encore si ça allait paraître chez l'Arbalète ou chez Minuit. On s'était dit, d'abord, on prépare le texte et après, on verra bien. Et donc, c'était pas pour faire Minuit, ou j'ai pas. Non, mais je dis juste ça. Non, parce qu'on aurait pu imaginer ça, mais non, j'ai pas. Je savais. Après, voilà, moi j'ai une admiration infinie pour les éditions de Minuit. Je suis infiniment heureux et impressionné que le livre paraisse là. On n'a pas de mal à suivre son éditeur quand il s'en va chez Minuit. Je dois dire que c'est pas douloureux ni compliqué. Ça va, c'est quelque chose à quoi on se résout volontiers. Voilà. Et juste pour finir, c'est quoi qui a remporté la décision? Minuit, l'Arbalète? C'est quoi qui a fait qu'il s'est retrouvé chez Minuit finalement? Non, mais c'est le fait que Thomas était maintenant chez Minuit complètement. En fait, voilà, si on voulait continuer de travailler ensemble, c'était clairement là qu'était toute son énergie maintenant, voilà, et donc. On voulait tous les deux continuer de travailler ensemble, et donc voilà, voilà, la question c'était est-ce que ce serait possible, et ça l'a été. J'en suis très très heureux, voilà. Ah ouais, voilà. Et donc les points de détail, parce que bon, vous avez des livres qui ouvrent plein de portes, il y en a 2-3, peut-être pas énormément, mais juste il y a un passage que j'ai appelé l'Odo bâtard. Il y a un tout petit passage d'un paragraphe qui a tout à fait sa logique mais qui est visiblement un petit truc, comme un petit solo de guitare dans un morceau. C'est l'Odo bâtard qui se finit en disant, donc puisque M est un bâtard, et ça se finit en disant que donc Simon se sent avec eux avec les bâtards. Dans la fraternité des intranquilles, des insatiables et des boiteux, parce qu'il est lui, évidemment, Simon, parce qu'il est comme ça, mais aussi parce qu'il est écrivain. Donc, l'Odo bâtard.
C'est quoi cet ode au bâtard? Je ne sais pas comment tourner la question, mais c'est... Non, mais c'est vrai que c'est... D'abord, il sent une sorte de solidarité très forte avec M, avec Franz, enfin avec tous ceux qui sont de ce côté boiteux, en fait, qui sont comme condamnés à ce que la vie soit bancale, soit à être comme privés d'avance d'une partie de leur origine, en fait. Et donc, il se demande pourquoi à quoi ça fait écho chez lui. Et il y a probablement plein de choses, mais il y a son propre boitement dans la vie à ce moment-là. Le fait qu'il lui-même a failli être banni de sa famille. Enfin, donc, mais il y a aussi le rapport à l'écriture. Il est profondément fait de ce boitement, en fait, parce que écrire, c'est toujours ça veut dire qu'enfin on vit et après on a besoin de revenir sur ce qu'on a vécu si on invente complètement, on a besoin d'inventer quelque chose à côté de la vie. Ça veut dire que la vie suffit pas complètement. Ou si c'est pour reparler de la vie, c'est qu'on a besoin d'y retourner, de retriturer tout ça, le bâtard, il a un pied il sait qui est sa mère, il sait pas toujours qui est son père, ou il sait pas, même s'il sait qui c'est, il sait pas qui est vraiment. Enfin, il le connaît pas. Donc il a un pied dans le réel et un pied dans l'imaginaire, en fait. Et en tout cas. Enfin, je pense que l'écriture, elle est toujours, c'est toujours ça de ça qu'est fait le rapport à ce qu'on raconte. En fait, on emprunte toujours à la vie, à des choses qu'on a vécues, dont on a fait l'expérience ou qu'on a vu, Donc, on travaille qu'avec du bois, le bois dont on est fait soi-même. En fait, moi, je trouve que, le bois qu'on connaît le mieux, c'est celui dont on a fait l'expérience, auquel on s'est frotté. Donc, moi, je trouve que c'est un bois qui est quand même. Ouais, moi, j'ai pas envie d'autre bois que celui-ci. Je vais pas faire des livres qui se passent dans des pays que je connais pas ou à une époque que j'ai pas vécue. Je crois quand même comme j'aime beaucoup écrire à partir des sensations, à partir de la matérialité des choses ou des déchirements qu'on a dans plein de situations. J'ai besoin de parler d'expérience un peu, ou à partir de récits qu'on me fait, de choses vécues. Voilà, j'ai besoin de ça. Et donc, à partir de là, c'est très étrange avec ça, on compose un livre qui est une fiction un peu boiteuse, très très impure, impure au sens où c'est mêlé de réel et de fantasmes. C'est un objet bizarre quand même, une fiction. Pourquoi on fait pas simplement de la non-fiction? Pourquoi on fait pas un livre de fiction pure qui se passe? Enfin voilà. Et moi, j'aime bien être dans cet entre-deux. Je crois que le décalage, le boitement, il me met dans une situation d'inconnu, de question, de re-question de la vie, d'un peu de distance prise par rapport à la vie vraiment vécue, qui fait que je traverse tout ça au moment où j'écris le livre. Je mets en présence les unes des autres des choses qui ont été un peu bouleversantes pour moi. Enfin voilà, et je balance mon narrateur au milieu de tout ça et je regarde comment il traverse, quelle forme ça prend à la fin, qu'est-ce qu'il a à partir d'un point d'équilibre qui est perdu au début du livre toujours, il essaie d'en atteindre un autre, et je pense que ça correspond un peu à moi, l'équilibre que je retrouve par le livre aussi, par rapport à toutes ces questions traversées. Voilà, c'est un équilibre qui est sans doute provisoire, mais qui est atteint à peu près en fin de livre, et tout ça, ça boite quand même beaucoup, tout ça. Donc voilà. Encore une fois, on raconte pas la fin, mais c'est vrai que ça va aussi vers une forme d'apaisement et un peu comme par les routes, qui se finit finalement, qui semble à un moment partir vers des contrées assez sombres et qui se finit dans une espèce d'épiphanie je sais pas comment dire, de réconciliation, de convivialité. Bon, bref. Et alors, une dernière peut-être question sur les points de détail, qui est un peu une blague, puisque c'est un point de détail qui se déroule... alors, je donne le cadre. Simon est à Toulouse. Il vient d'obtenir de nouvelles révélations auprès de son oncle Louis par rapport à M, des révélations qui sont vraiment, pour le coup, très conséquentes, des épisodes très marquants. Et il erre dans Toulouse. Et il échoue dans une grande librairie, pas très loin du Capitole. Et non, mais c'est pas qu'une blague, c'est pas qu'une blague. Mais enfin, merci d'avoir situé un passage dans cette librairie que j'aime bien. Il erre dans cette librairie, il est commotionné. Ça fait un moment depuis le début du livre, il est commotionné, mais là il vient d'en reprendre une couche. Et il a envie de s'acheter un roman et puis de s'acheter des livres. Et puis il dit non, il se dit non.
j'achète pas parce que j'ai déjà plein de livres à la maison que j'ai achetés ces derniers temps, alors que je ne lis plus. Et sans blaguer, c'est quand même un moment où le personnage, qui est un écrivain, finalement fait un progrès par rapport à sa santé, par rapport à son état d'esprit, en acceptant de ne pas lire. En se disant, ah bah oui, c'est vrai, bah, je lis plus en ce moment, donc je vais pas acheter de livres là maintenant. Et j'ai trouvé ce truc complètement paradoxal et complètement magnifique. C'est cette stase dans l'écriture, dans la lecture, pardon. On a parlé plusieurs fois de l'écriture. Là, il y a ce petit truc sur la lecture. Bon, il y en a d'autres sur le. Voilà. Oui, alors c'est vrai que ça. Je me suis dit, comment ils vont le prendre, parce que ça fait pas une immense pub. Il n'achète rien, quoi. Il repart mais en même temps, moi, je me disais que vous alliez pas en prendre hommage. Mais en tout cas, c'est que non, mais c'est effectivement ce qui est surtout important, c'est effectivement l'état dans lequel il est à ce moment-là, des moments, où on a. Enfin, je pense que ça m'intéresse ce que tous ces gestes apparemment anodins disent de nous, les moments où frénétiquement, boulimiquement, on achète, on a du désir de tout, de chaque chose, on a un appétit immense. Et là, il est dans un moment où son appétit est un peu il a trop de choses là qui lui sont arrivées et il faut d'abord traiter tout ça. Enfin voilà, avant de. Et oui, je me suis dit ça va dire quelque chose de son état et comme vous comme moi et comme nous tous, je pense, un des critères par lesquels se signale l'appétit, c'est les livres, parce que tous, je pense qu'on en achète beaucoup, on en lit beaucoup. Et ben voilà, je me suis dit ça, puisqu'il est écrivain, ça va être un assez juste baromètre de son appétit à ce moment-là, voilà. Mais voilà. En tout cas, ouais. C'est à peu près l'heure où, si vous le souhaitez, je vous laisse le micro pour une ou deux questions. On a un tout petit peu de temps. Et si vous en avez, on force personne. Moi, j'en ai encore en réserve. Oui. Non, je vous porte le micro. Après, c'est pas forcément obligatoire le micro. Je pense que ça peut. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ok, d'accord. Moi, je suis un peu enrhumée, donc. Et je me demandais aussi. Enfin, c'est une question que je me pose, mais quand je vois des écrivains, je me demande quel est votre parcours, par exemple universitaire ou pour être écrivain. Qu'avez-vous fait autant du niveau scolaire et du niveau personnel ? Alors, merci. Hein. Moi, j'ai fait des études de lettres. Je pense que c'est vraiment pas un prérequis, ni même forcément un cadeau, parce que au début, on est très écrasé par beaucoup de textes. Enfin voilà, quand on vient d'étudier justement Claude Simon, c'est quand même ça une forme d'une densité, une richesse à chaque page qui est un peu écrasante, ou Proust, ou je sais pas. Enfin, on vient d'étudier des textes. On se dit c'est ça la littérature, et donc quand on écrit après soit quelque chose, enfin il faut un peu de temps pour s'en remettre. Moi, je trouve des études de lettres. Pour se dire c'est pas vain, il y a encore des choses à raconter, ou de toute façon l'époque ils ont raconté un autre monde, hein, le monde et là on est il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, enfin mais il faut un peu de temps pour reprendre foi, enfin ne pas se dire que c'est d'avance complètement perdu, mais après je pense que ça, bien sûr que ça donne aussi une habitude d'une certaine exigence, d'une tenue de. Mais je crois vraiment. Enfin, moi, je suis plutôt convaincu qu'on n'a pas du tout besoin de faire des études de lettres pour ça, et que, c'est presque préférable. C'est précieux quand ça vient de complètement ailleurs, justement, l'écriture. Et vous vous sentez faire partie d'une famille d'écrivains ? Vous avez une fratrie d'écrivains ? Vous avez des ancêtres ? On a compris que Claude Simon était peut-être votre arrière-grand-papa ou. Mais sinon, le vrai. Hein ? Non, je sais pas. Alors, moi, je suis d'une famille où il y avait pas de. Alors, la vraie famille, il y avait des gens qui faisaient de la musique et tout, mais il y avait pas de gens qui écrivaient. Après, je compare d'une famille. Vous parlez d'une famille fantasmée, imaginaire. Alors, j'ai jamais pensé à ça en ces termes. Là, quand vous dites arrière-grand-père en rigolant et tout, je me suis jamais dit ça. Après, par contre, des contemporains, oui, peut-être plus. Il y a
il y a des écrivains dont je me sens proche. Oui, quand même. Là, je sais pas, c'est difficile de dire famille, mais oui, c'est où il y a une sorte d'amitié, de sentiment de. Ouais, un peu de fraternité. Je sais pas. Par exemple, Pierrick Bailly. Là, dans la foudre, on en parle beaucoup et tout, mais je crois que beaucoup de gens ont lu le roman de Jim, L'homme des bois. Moi, c'est des livres j'adore sa façon j'adore ce qu'il raconte, la façon qu'il a de le raconter. Je me sens très. Voilà, en plus, on est assez copains, on a vraiment on est de la même génération. Il y a quelque chose, ça c'est précieux quand on. Ouais, par exemple, je sais pas, Hélène Gaudy, c'est une amie. Natacha Apana, j'adore ses livres. On est toujours. Enfin, il y a des gens dont on se sent proche dans le rapport au monde, dans le rapport à l'écriture aussi. Oui, je crois que c'est une forme de. En fait, tout ça, c'est des gens en fait qui sont du côté quand même d'une écriture plutôt sensible, assez sincère, assez. On n'a pas besoin de se voir souvent. Et quand on se retrouve, on est toujours content. Enfin, on se sent proche, je sais pas, moi je me sens proche d'eux en tout cas. Et il y en a. Donc ça, je sais pas si c'est famille, mais un peu quand même. Quand dans les festivals, dans tous ces moments de rentrée où on est à droite, à gauche, et où il y a beaucoup de monde dans les festivals, il y a des gens avec qui on s'entend bien, d'autres avec qui qu'on connaît pas, ou c'est un peu impressionnant. C'est tout ce et tout de suite, moi si je vois Pierrick, je vois Natacha et tout de suite on se rapproche, on est content. Et voilà. Et c'est beau quand l'amitié, elle peut être conjuguée avec le fait d'admirer profondément leur travail. Enfin voilà. Non. Donc ça c'est très précieux. Voilà. Je sais pas. Je pense à eux. Voilà, je pourrais en dire d'autres, plein d'autres. Bien. Mais écoutez, je crois qu'on va mettre terme à ces échanges passionnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Merci infiniment. Merci. Merci. L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme est paru aux éditions de Minuit. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 12 octobre 2023. Enregistrement, réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio, avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.